Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Et mon Dieu, j'ai pas besoin de vous le dire pourquoi. Ce panel est assez impressionnant. Donc, on est en compagnie de Marie-Cécile Labrèche. Bonjour. Allô, allô? Raphaël Germain. Bonjour. Et Martine Delvaux. Allô? On va parler donc des livres qui sont parus dans la dernière année, mais on va parler aussi probablement d'autres sujets. Le titre de la discussion, c'est d'abord une plage à soi, donc l'espace mental dont on a besoin pour créer. Je pense que ça va être un sujet de discussion qui devrait vous inspirer. Mais avant, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous connaissez c'est le lien entre les autrices ici? Oui, moi, je connaissais Martine qui avait été ma répondante à la maîtrise. C'est quoi une répondante? J'ai été membre du jury Oui, d'évaluation de la maîtrise de Marie ici il y a à peu près 1000 ans. oui, Hein? oui, dans En le Marie. Borderline. Et puis, elle m'avait comparé à Courtney Love. Courtney Love, qui est un compliment. Et c'est un très grand compliment. Et Raphaël, on avait fait un tournage d'une émission ensemble, hein? Qui finalement, ça avait été très long, fait qu'on avait beaucoup surtout jasé. Ah ouais. Fun. Ça avait été ça dans mon souvenir. Oui. Ben merci beaucoup donc d'avoir répondu à l'invitation. D'abord, juste l'idée d'une plage à soi, j'imagine que c'est en lien avec une chambre à soi de Virginia Woolf. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette idée-là d'une chambre à soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Est-ce que c'est un luxe? Martine? Je sais pas, avant de commencer, on parlait de nos ménopauses. Fait que je sais pas si la ménopause vient avec une chambre à soi, mais elle vient avec des chaleurs à soi, ça c'est sûr. Mais est-ce que quand on travaille, quand on est mère ou belle-mère, ou enfin, on a des vies très chargées, je suis pas certaine que la chambre à soi est une notion qui est juste. Aujourd'hui, on comprend pourquoi pour Virginia Woolf, c'était si important. Oui. Moi, je dirais il faut du temps à soi. Puis le temps est pas nécessairement continu. Il est morcelé, on l'attrape quand on peut. Et puis on écrit à travers ça, je pense en tout cas. Ben là, je pense que le terme de charge mentale est rendu galvaudé. Là, on s'en sert beaucoup, on parle beaucoup de ça, mais c'est vrai, là, c'est une réalité aussi. Donc, je pense que c'est ça, c'est un espace-temps à soi, en fait, pour réussir à se créer à travers toutes les obligations. Parce que finalement, Virginia Woolf, c'était à une autre époque, mais elle était quand même chanceuse. Hein? Elle avait de l'argent, elle n'avait pas d'enfants, puis elle avait des domestiques. Donc, elle fait beaucoup de temps. Elle se plaignait beaucoup, ouais. Elle se plaignait beaucoup quand même. Mais je veux dire, c'est quand même, c'était des conditions de où est-ce que la solitude était quand même possible et tout ça. Aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir des vies bien remplies, moi, je m'en plains pas, mais c'est sûr que de trouver le petit espace à soi où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient te poser une question, où est-ce que aussi faire une espèce de vide, parce que je ne veux pas généraliser, mais je pense que c'est assez féminin, cette espèce de truc-là de dire est-ce que tout est correct? Est-ce qu'on a un plan pour le souper? Est-ce que mettons, tel truc a été réglé? Est-ce que les inscriptions pour telle activité scolaire ont été faites et tout ça? Donc, une espèce de checklist, là. Moi, j'ai toujours... Le back burner est toujours ouvert. Donc, de réussir à éteindre tous les ronds pour se concentrer sur un seul, c'est une gymnastique souvent. Mais est-ce que la solution, finalement, c'est pas de faire de sa charge mentale un roman? Parce que c'est ce que Marie a fait avec un roman au four. C'est un flux de conscience et on est carrément dans ta réflexion de ta charge mentale. Là. Oui, oui, mon livre, il se passe vraiment dans ma tête, vraiment quasi mes mots, je suis vraiment préménopause, mes mots sautent tout le temps, là. Mais c'est en ligne directe, là. Je l'écris en direct, c'est vraiment ça. Et puis, chambre à soi, c'est épouvantable. J'en ai pas. Moi, j'écris dans le salon. En plus, j'écris là, sur le divan en position crevette, là, tu sais, là, comme ça. Là, puis, fait que j'ai toujours quelqu'un qui vient me poser une question, tout le temps. Mon fils ou mon mari, puis c'est drôle, je suis leur public numéro 1, fait qu'ils doivent tout le temps venir me faire approuver ce qu'ils font. Fait que j'ai rarement de moments, moi, toute seule, plus que, je sais pas, 5-10 minutes. Dès que je suis dans mon petit coin, je les vois arriver. Fait que ça se passe de même tout le temps. Fait que oui, mon roman, je pense que j'avais besoin d'extérioriser ça, tu sais, c'est normal que je sois dérangée tout le temps comme ça, puis que surtout que je me sente coupable quand je prends du temps pour moi. Puis aussi, j'y pensais, puis je me disais, je me sens coupable, mais en même temps, c'est comme si écrire, OK, c'est pas obligatoire, tu sais, c'est comme, on n'a pas une paye, tu sais, on va pas, on punch pas, là, tu sais. Fait que Il y a toujours quelque chose d'autre qui peut prendre la place. ben, là. prend tout, tu sais, le petit qui rentre de l'école, qui a faim, puis il a tout le temps faim, là, tu sais, il y a 148 collations par jour, j'en reviens pas, mais c'est comme, c'est ça, fait que finalement, je me dis, le temps que je prends pour écrire, que personne demande, tu sais, je me sens coupable.
Je me sens coupable de faire ça. Même après la publication, quand tout à coup, là, tu vois que le livre résonne, que tu es invité, par exemple, à Tout le monde en parle, est-ce que ça vient un peu apaiser la culpabilité? Oh non, mais moi, je me sens coupable déjà, là, tu sais, là, mais après ça, ça arrête pas, là. Je suis une machine à culpabilité. Ah, on va vivre avec ça à temps plein. Mais Raphaël, ça faisait 13 ans que tu n'avais pas écrit un roman. Il y avait eu quand même ton récit chez Québec Amérique, mais vraiment dans la forme du roman, dans la fiction, ça faisait un bon bout de temps qu'on t'avait pas trouvé. Qu'est-ce que ça a pris pour que tu te remettes à cette écriture-là? Est-ce que tu as trouvé justement un espace-temps dont tu avais besoin? Oui, ben, j'ai déjà un enfant qui a vieilli. Là. Ma fille va avoir 14 ans, donc c'est sûr que c'est moins accaparant que quand on a un enfant plus jeune aussi. Et fait qu'il y avait cet espace-là qui commençait à exister et, tu sais, pour reprendre ce que tu disais, que je m'autorisais aussi à habiter, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Ma fille continue à être convaincue que je ne travaille pas dans la vie. Tu sais, parce que j'écris puis je travaille de la maison, c'est un grand luxe, j'avoue, mais ils sont un peu comme, tu sais, ça va, t'es dans ton linge mou puis t'écris en crevette sur le divan, c'est pas vraiment un job. Ouais. Fait que je m'autorisais à ça et c'était un peu aussi en réaction à... je travaille aussi beaucoup en télévision, qui est un médium très collaboratif, qui est un médium de gang, qui est un médium de groupe, qui est un médium comme occupé, justement. Et de compromis aussi. Puis, tu sais, c'est merveilleux. Puis je travaille vraiment avec du monde extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a eu cette espèce de désir-là de retrouver un lieu vraiment à soi où tu prends les décisions, où tu fais tes erreurs aussi. Là, tu sais, c'est pas... il y a peut-être ce risque-là, puis on n'a pas j'ai pas la sagesse infuse, mais il y avait cette envie-là de suivre une trajectoire un peu, de se promener toute seule pendant un bout de temps. Alors, j'ai vraiment contacté les éditeurs. J'ai dit, y a-tu encore de la place? Ça se peut-tu encore? Y a-tu de la place? Et je suis partie avec ça et ça a été un bonheur de retrouver cette solitude-là, justement, là, à tous les niveaux. C'est une activité solitaire, l'écriture aussi. Donc, pour moi, c'est un grand, grand luxe. Est-ce qu'on vient de réactiver quelque chose? Oui, j'aimerais ça, mais là, j'attends la divine inspiration, mais et aussi, et du temps, parce que, je veux dire, on est super chanceuse et choyée. Mon livre va bien fonctionner, mais ça reste quand même, on peut pas juste vivre de ça ici au Québec. Donc, il faut trouver des... Mais ça serait mon plus grand rêve. Oui, c'est vraiment donner le goût à ça me sied très bien. Idéalement, ça ne sera pas 13 ans jusqu'au prochain. Idéalement, ça serait pas ça. Mais c'est ça, j'attends l'inspiration qu'elle descende du ciel. Je regarde Martine Delvaux. J'ai l'impression un rythme d'écriture assez régulier. Les sorties, Martine, c'est à chaque année ou presque. Bon, je dirais aux 2 ans. Aux 2 ans. Plus costaud, là, ouais. Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité, toi, en lien avec l'écriture? Pas tellement, mais là, c'est peut-être le temps qui fait ça. Je trouve ça intéressant de donner accès à nos vies intimes d'écriture, si on veut. Moi, en ce moment, je suis auprès de ma mère qui est assez âgée. Mon beau-père est aux soins palliatifs. Et je suis littéralement installée sur le buffet. Je dois travailler debout parce que j'ai des douleurs chroniques. Et donc, je suis installée dans le couloir de la maison. Donc, c'est pour dire que la chambre à soi, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de soi. Il y a moi dans le couloir en train d'écrire et j'ai quand même réussi à finir un manuscrit. Mais c'est comme écrire, c'est comme respirer. Donc, il y a plus de culpabilité. Il y en a peut-être eu quand ma fille était plus petite. La mienne, elle a 22 ans. Donc, on est ailleurs. Elle n'est plus à la maison. C'est autre chose. Mais moi, je dirais c'est l'excès inverse. C'est qu'il n'y a rien qui compte plus que ça. Une fois que je me suis occupée des gens que j'aime, ce qui compte, c'est l'écriture et je suis prête à sacrifier tout. Les vacances, les week-ends, les sorties, le cinéma, le théâtre. Je sacrifie tout pour pouvoir écrire. Et ça, c'est la réalité. Donc, quand on dit un livre aux 2 ans, ou tu sais, on me dit comment tu fais, ben j'ai pas d'autre vie que ça. J'ai la vie intime et j'ai l'écriture. Et c'est... L'enseignement aussi, quand même. Ben, j'ai l'enseignement, mais j'achève, là. J'achève. Fait que c'est moins prenant que ça l'a été. Mais c'est quand même 30 ans de cette vie-là à mettre non seulement un roman au four, mais des étudiants au four. Il y en a eu beaucoup. On parle de plus de 125 maîtrises et doctorats quand même sur 30 ans. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et là, je commence à le prendre pour moi. Imagine tout le temps que tu vas récupérer. Oui. Tu es à l'aube de ça. Tu es dans l'état de retrouver tout ce temps-là. C'est hallucinant. En fait, c'est vraiment une sorte de vertige de penser que ce temps-là, je vais l'avoir désormais pour moi. Puis même de ne pas avoir à le diviser, à le hacher en petits morceaux autant que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que, bon, on écrit une page et après, il faut lire un chapitre de maîtrise. Après, il faut aller à une réunion, il faut enseigner un cours, on réécrit. Là, j'ai le luxe de cette temporalité qui s'étend. Et ça, c'est merveilleux.
En préparant donc l'entretien, je suis allée relire un peu parce que j'ai eu la chance de toutes vous recevoir à Il restera toujours la culture. Et bon, je voyais quand même des liens entre chacune d'entre vous. Entre autres, Marguerite Duras, j'ai l'impression, est une figure importante. Pour toi, Marie-Cécile, qu'est-ce qu'elle représente, Marguerite Duras? Ben moi, c'est quand j'avais entendu à la maîtrise, Marguerite Duras avait dit écrire comme les circonvolutions du cerveau. Oh, wow, la phrase, là, je me dis, mon Dieu, je comprends ça, là, je veux faire ça, c'est ça que je veux. Fait que j'ai attendu 25 ans finalement, mais je l'ai fait, là. Pour moi, c'était écrire des phrases qui se donnent la main. Donc, c'est pour ça, dans mon roman, il y a pas de points, mais faites-vous-en pas, ça se lit bien pareil. Là. Il y a plein de virgules. Il y a plein de virgules. Les points, vous les mettez où vous voulez. Fait que, mais ça se lit bien. Donc, c'était ça, c'était faire un roman. C'est ça qui adopterait les circonvolutions de mon cerveau. Ouais. Oui, puis parmi les citations qu'il y avait dans le livre, tu dis, elle disait, écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Ouais. Ouais, il faut apprendre à se taire pour pouvoir écrire, parce que sinon, nos idées, on les laisse Ouais. voler. En fait, à part dans des événements publics, je parle, là, sinon je parle pas. Je parle pas, moi, en temps normal. Mon mari se plaint, il parle pas, là, on parle pas. Fait que c'est ça. Fait que oui, on est Sort dans les... oui, c'est ça. Oui. C'est comme, c'est Christine Angot qui dit écrire, c'est être dans la force. Donc, c'est ma petite révolte de me tenir droite pour certaines choses. C'est comme ça que j'ai trouvé. Ma manière, là, c'est ça. Le titre de ton roman, Martine, est inspiré de Marguerite Duras. Ben oui, c'est un extrait d'un entretien qui a été publié dans La Vie matérielle. Donc, il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent, mais la version originale, c'est il faut beaucoup aimer les hommes. Et la suite, c'est il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup les aimer, sinon on ne peut pas les supporter. Donc, ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Je le rappelle dans le roman, mais oui, c'est inspiré de Marguerite Duras. Et peut-être que pour moi, on le sait, c'est une écrivaine incontournable. Moi, je l'ai enseignée ad nauseam. Mais c'est la femme publique que j'aime aussi beaucoup. C'est cette femme qui a fait du cinéma, qui a fait des lettres d'opinion dans les journaux, qui n'a pas tout le temps eu raison dans ses opinions, mais qui les a publiées, qui a été engagée politiquement, qui a fait partie de la résistance, qui a écrit du théâtre, du cinéma, du roman, de l'autobiographie. Je veux dire, c'est à l'infini. Et moi, cette immense variété, cette curiosité insatiable et ce front tout le tour de la tête, c'est ça que j'aime chez cette femme. Oui, il paraît que Marguerite Duras, je l'ai mis dans le livre, il paraît que quand elle était invitée à souper, elle apportait pas 20 nids de fleurs. Elle disait déjà, ma présence en soi, c'est un cadeau. J'adore. J'aimerais tellement ça, avoir un ego de même. J'en ai pas d'ego, j'aimerais ça. Et moi, je dis ça à mes invités. J'ai dit, votre présence est déjà un cadeau. C'est pas toujours vrai, mais on le poids. Apporter quand même quelque chose, idéalement. Autre Marguerite Duras souvent thé aussi. Ouais. Ça serait plutôt apporter du vin pour que je vous endure. À part autre chose, oui, apporter autre chose. Est-ce que Marguerite Duras fait partie de tes influences, toi? Je l'ai pas assez fréquentée pour me revendiquer de ça, mais c'est sûr que ces femmes publiques-là, qu'on peut dire en quelque sorte que je choisis de vivre ça comme ça, et il y a quelque chose dans... Et encore là, je pense que souvent, c'est ce côté assumé, justement, d'arriver en disant ça. C'est pas quelque chose qui est traditionnellement typiquement féminin. Non. Surtout encore moins à cette époque-là. Donc, je trouve que c'est quand même... C'est un beau modèle. Là. C'est un bel enseignement à suivre. C'est un peu la quête de ton personnage dans Plage Laval, parce que Laurence, elle cherche à se détacher du regard des autres. Elle aspire à être une femme qui se calisse un minimum de ce que les autres pensent d'elle. Oui, ben c'est un peu ça aussi. C'est une quête de liberté, puis de se réapproprier soi-même aussi. Parce que je pense, avec la charge mentale, puis avec un peu tout... Je pense que la société aussi nous envoie un peu insidieusement ce message-là, que c'est pas trop recommandé justement de chercher à s'appartenir. Puis d'un autre côté, il y a tout un discours un peu psychopop qui est comme je me choisis, bon, c'est pas pour rien que ce discours-là a une certaine popularité. J'ai l'impression que souvent, il est peut-être un petit peu en surface, mais mon personnage, c'est un peu ça, c'est de dire, en fait, elle fait presque fausse route un peu au début parce que au début, elle veut tourner le dos à tout parce que comme je suis écœurée de tout, je veux juste être à moi, juste à moi. Je veux couper les ponts, mais c'est parti d'une espèce de désir qui, moi, va m'habiter un peu toujours. Puis je pense qu'il habite beaucoup de monde. Une espèce d'envie de faire un fuck you un peu général, de dire je m'en vais, je ferme la porte et je veux la paix. Et j'ai l'impression qu'on est... C'est ça. Évidemment, là, il peut être ailleurs, mais je pense que cette espèce de... C'est une révolte apprivoisée un peu en quelque sorte, mais je pense qu'elle habite beaucoup de gens à notre époque
j'aurais tendance à dire peut-être plus de gens du côté féminin du spectre, parce qu'il y a cette espèce de côté-là, justement, mais apprivoisé parce qu'on vit avec ça, puis parce qu'on n'agit pas tant que ça, mais je pense qu'elle bouillonne en beaucoup d'entre nous. En exergue d'un roman au four de Marie-Cécile Labrèche, il y a une citation d'une coach de vie. Oui. Qui dit « Attention à la manière dont tu t'adresses à toi-même, car tu entends tout ce que tu dis. » Oui. Et c'est vrai que cette petite voix-là, puis on l'entend, elle n'est pas toujours douce envers toi, Marie-Cécile. Ah non, moi, non, Et on l'a tous, je pense, cette petite voix à l'intérieur. Je sais pas, la semaine passée, j'ai eu un livre par une journaliste et puis une fille qui travaille en littérature, qui fait des interviews, tout ça, puis elle l'a pas. Elle n'a pas cette petite voix-là. Il y a un calme. Elle dit non, je m'inquiète pas. Je fais ce que j'ai à faire. Puis après ça, wow! Puis pendant une fraction de seconde, je me suis juste dit, wow! Ça doit être tellement le fun d'être comme elle. J'aimerais ça, mais non, moi, il y a toujours une voix qui me tape dessus, puis une voix par-dessus la voix qui me tape dessus, qui tape sur l'autre voix. Donc, non, fait que oui, c'était écrire comme ça, là, sortir cette voix-là, moi, ça me fait du bien. Un boitage, je vais refaire un autre roman, pas de point, là. Ah ouais, encore en plug sur comment ça fonctionne dans ma tête, j'aime trop ça. Tu as aimé cette expérience? Ah, c'était le livre le plus facile à écrire. Vraiment, là, j'étais sur mon X, là, si c'est possible. C'est beau, ça. Ça fait bien entendre parce que souvent, on dit c'est douloureux, j'ai eu de la difficulté. Martine Delvaux, tu as fait un exercice assez particulier, toi, avec ce livre-là. Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent, c'est-à-dire que tu es allée revisiter une histoire que tu avais déjà racontée. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu avais besoin de régler avec le livre précédent? Ça, c'est quelque chose que Christine Angot, Marguerite Duras, Annie Ernaux font sans arrêt, réécrire une histoire qu'elles ont déjà écrite. Bon, elles ne sont pas les seules. Je pense qu'il y a plein de femmes qui font ça en particulier. On nous le reproche, on a tendance à nous le reprocher. Et c'est vrai que j'étais hantée par cette histoire d'amour vécue il y a 15 ans, que j'avais racontée à la veille du printemps érable dans Les Cascadeurs de l'amour. Et j'avais maquillé, j'avais gommé des choses parce qu'on était en procédure de divorce, parce qu'il fallait me protéger ma conjointe de l'époque. Donc, j'en ai fait un homme dans le roman. Et j'ai depuis toujours eu envie peut-être pas tant de révéler la vérité, mais de revisiter cette histoire-là pour aller au fond de ce que ça voulait dire ou de ce que ça pouvait avoir voulu dire pour moi de vivre cette histoire-là. Et j'avais réécrit à différents endroits, dans des nouvelles, dans des collectifs peu lus. Donc, ça restait assez caché. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, ça y est, c'est le moment, je dois le faire. Et un peu comme ce que Marie-Cécile décrivait, c'est sûr que c'est pas un roman comme le tien avec cette voix-là, que j'admire beaucoup d'ailleurs, sans point qui est comme scotché sur le cerveau. Mais c'est un peu comme si ça suivait mon fil de pensée, comme si j'étais allongée sur un divan devant les lecteurs-lectrices et que je disais, OK, voici comment ça se passe dans ma tête. Donc, c'est pas tant la syntaxe qui est collée sur le cerveau que ce que je raconte. Et je raconte, entre autres, qu'au moment où je commence à écrire, mon ancien psychanalyste meurt. Donc, je suis dans un rapport aussi à comment on écrit l'écriture, comment on se souvient des choses, comment on peut raconter des choses qui ont été gommées. Et c'est, je crois, tu sais, j'entendais ce que tu disais, Raphaël, c'est pour moi mon livre le plus libre. En fait, le moins corseté, et peut-être corseté par l'université, dans mon cas. Je pense que c'est ça. Parce que tu es en train d'en sortir? Ben, sûrement. Et tout d'un coup, je me suis donné le droit, sans en être très consciente, mais d'écrire le livre qui venait sans interdiction. Ouais. Donc, sans trop de censure académique, on pourrait dire. En se calissant un minimum de ce que les autres vont penser. Ben, j'espère, oui. C'est très difficile, hein? Et oui, ouais. Ça nous rattrape toujours. Raphaël, Plage Laval, là, j'ai l'impression que si on pouvait résumer un peu la pensée de Laurence dans ce livre-là également, c'est quoi cette espèce de consensus comme quoi on serait tous supposés vouloir vivre intensément? On a-tu le droit de rêver à la plage de Laval? On a-tu le droit de rêver justement à un lieu, à soi, une petite chambre? Puis je sais que moi, je rêve souvent à des petits espaces clos, très réconfortants. Je sais que c'est pas original. Quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi aussi! » Moi, des fois, c'est une petite cabane dans un arbre. Moi aussi. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vit à ça, mais c'est sûr que, mettons, tout ce que les médias nous envoient, c'est
faut vouloir vivre à 100 000 à l'heure, faire des voyages, faire du bungee, faire des trucs extraordinaires, sortir de chez soi. Puis même le cocooning est rendu performatif parce qu'il faut que tu le mettes sur Instagram pour être comme check comment mon hugget est plus hot que le tien. Donc, c'est comme c'est un peu une compétition. Alors, l'espèce de justement de dire, ben je veux pas vraiment faire quelque chose qui va se savoir. Je veux pas faire quelque chose nécessairement super utile non plus. Je veux juste être avec moi-même puis pas en parler dans un post vraiment long ou quelque chose comme ça. C'est pas super valorisé, c'est pas super encouragé. Puis il y a même une espèce de côté. Moi, j'ai une fille, c'est ça, qui va avoir 14 ans. Puis des fois, elle me dit, ben je pense que j'aime ça être toute seule, puis j'aime mieux être toute seule dans la vie. Et là, on en parle beaucoup, mais quand elle vient, au début, c'était un peu comme une inquiétude de sa part, genre, ben qu'est-ce que j'ai? C'est donc bien bizarre, puis ma vie va-tu être plus dure? Puis moi, je suis comme, mais non, tu sais, apprivoise ça justement parce que j'ai toujours eu moi aussi cette tendance-là. Mais elle, ce qu'elle reçoit comme message, là, parce que bon, elle a 14 ans, c'est sûr qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle reçoit comme message, c'est vouloir être seule chez vous, puis pas avoir envie de répondre au téléphone, c'est un peu weird. Alors, c'est pas cool. Pourtant, ça l'est pas, puis ça permet justement un espace pour si quelqu'un a une inclinaison pour l'écriture et tout ça. Je pense qu'on a besoin de silence et de s'imposer une espèce de silence quand c'est pas facile. C'est drôle parce que ce que tu racontes, mon garçon a 15 ans, puis moi aussi, il aime pas ça être à l'extérieur, il aime ça être dans la maison tout seul, faire ses choses. Moi aussi, je m'inquiétais, je me disais, coudonc, là, tu sais, mais non, il préfère être à la maison, faire ses choses. Il est sur les réseaux sociaux, pas beaucoup, mais bon, c'est peut-être un phénomène aussi de génération. Les jeunes aujourd'hui, ils sortent plus comme avant. Tu sais, la mode des bars et tout ça, c'est plus comme ça hein, aujourd'hui. Ils sont vraiment, vraiment straight aussi. Là. Mais non, mais ça m'étonne comparé à notre Paul jeunesse. Je trouve ça quand même étonnant. Une fois, je me souviens, ma mère était comme quand il y avait des parties, je ne vais pas y aller. Ma mère était allez, vas-y. Mais maintenant, ils se donnent ce droit-là. Peut-être un peu trop, mais il y a juste des retours de balancier. Mais je leur envie quand même cet espace de solitude. Il faut les copier. Est-ce que vos enfants vous ont lu? Ben moi, il a lu ma série pour ados, Si malgré moi. En fait, je le payais. Je le paye pour lire. J'ai 10 piastres. Tu le lis, je te donne 10 piastres. Fait que, donc, j'ai trouvé une méthode de le faire lire. Ça a marché. Ben oui. Ben oui, puis il a lu juste le début de mon dernier Ne pas aimer les hommes, mais oui, ça commence à être un peu plus cassé. Non, stop. Là, à partir de là, tu peux. Fait que, oui, mais les autres livres, donc, genre, regarde, en fait, c'est que mes premiers livres, comme Borderlands, tout ça, c'est un peu trop... Est-ce que ça t'habite de dire il y a un jour où il va lire ça? Oh oui, monsieur le fait. Non, chez nous, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de tabou, il y a pas de... Tu sais, on parle des choses, ça existe, on en parle, tu sais. Fait que, non, c'est un petit roux bien éveillé, là, il est... Raphaël, est-ce que ton ado a lu? Elle ne m'a pas lu et elle est terrifiée parce qu'elle est comme, est-ce qu'il y a des scènes de sexe? Je te mets vraiment, puis c'est pas vraiment... Bon, il n'y a pas des... Il y a mention de sexualité et des gens se rencontrent physiquement, mais juste ça, comme ça l'écœure au plus haut point. Donc, peut-être qu'un jour, elle pourrait être confrontée à l'idée de ça, mais pour le moment, elle est juste comme... c'est très loin. Oui, donc... Est-ce que toi, tu es prête au moment où elle... ben oui, parce que c'est vraiment pas des... Déjà, mes romans, c'est pas autobiographique. Vraiment, c'est des scènes, c'est de la fiction. Ça l'écœure pareil, cela dit. Et les essais, je pense, elle n'est pas encore rendue là, mais moi, j'aurais pas de... Je serais contente. J'espère. J'aimerais ça pouvoir être fière. Ouais. Juste rebondir sur quelque chose. Moi, mon gars, il a vu mon film. J'avais oublié comment... Je l'avais pas regardé depuis bien longtemps. Fait que... Borderline. Oui, il a vu Borderline. Puis à la fin, il a dit, ouais, finalement, c'est comme un film porno pour des intellos déprimés. C'est pas mal. J'ai dit, c'est un petit roux réveillé, là. On comprend. Martine, ta fille est plus vieille, donc j'imagine, est-ce qu'elle fait partie de tes premières lectrices? Non, en fait, elle a lu certains morceaux. Parfois, je lui demande de lire des extraits si ça la concerne ou quand ça s'adresse à elle, même si c'est une fausse adresse. Moi, souvent, je m'adresse à Élie, mais je m'adresse à toutes les filles et même à tous les jeunes de son âge. Donc, c'est comme une fausse lettre. Mais si elle était là, je pense qu'elle expliquerait que c'est trop sensible. En fait, ça la fait pleurer et dès qu'elle me lit, les larmes montent. Puis elle me dit un jour, peut-être que ça me fera moins pleurer, mais pour l'instant, c'est sensible. Et ce que je trouve intéressant, parce que c'est comme les gens prennent pour acquis que nos enfants nous lisent, et même quand ils sont adultes, ça ne va pas de soi qu'ils nous lisent. Ma fille me laisse la littérature. Elle m'a laissé ce lieu-là. C'est mon lieu.
Et elle vient au Salon du livre, elle vient à mes trucs, elle est contente, elle est présente, elle m'enveloppe, mais elle ne s'approprie pas mon écriture. Et donc ça, c'est une grande liberté parce que sinon, cette intimité-là pourrait être un peu contraignante. Ça pourrait être un autre corset, hein? Le regard de l'enfant sur notre écriture, c'est pas si évident. Oui, déjà, en plus du regard des gens qui souvent vont sentir qu'on est absolument heureux, ça en ajoute une couche supplémentaire. On est au Salon du Livre, donc c'est un endroit où vous avez la chance de rencontrer vos lecteurs, vos lectrices. J'aurais envie de vous entendre là-dessus, sur ces livres-là particulièrement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont surprises, par exemple? Est-ce qu'il y a des hommes qui vous lisent que vous attendiez pas nécessairement? Une fois. Moi, c'est ce que j'ai aimé, on disait que il y a beaucoup de femmes, c'est surtout des femmes, et puis que je squattais leur cerveau parce que ça se passe comme ça. Ben moi, j'écris avec le frigo derrière la tête, là, puis fait que je me dis oui, oui. C'est le compliment ultime. Oui, oui. Dans ma tête, quand Oui, oui. Et toi, Martine? Hein? Ben moi, je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui viennent me voir au salon. Ça peut étonner les gens parce que je suis apparemment une féministe radicale enragée. Mais non, ils viennent me voir puis ils me vont signer leur livre. Hier, il y a ce jeune homme qui est venu qui m'a full touchée. Il me disait, il y avait le Boys Club, il me l'a fait signer, mais il l'avait lu, il l'avait annoté. Il m'a dit, je le passe à tout le monde. Ça a changé ma façon de voir les choses. C'est extrêmement touchant, les témoignages qu'on reçoit. Et peu importe que ce soit des récits, je pense que ce dernier livre-là, ce qu'on me dit, et je le comprends, on me dit que c'est le livre le plus intime que j'ai publié. Et en même temps, si on a lu tous mes livres, je suis intime partout, c'est juste pas de la même façon, mais c'est toujours la même personne. Et ce qu'il y a dans ce livre-là est aussi présent dans différents textes que j'ai écrits un peu partout. Donc, l'intimité est pas nouvelle, elle est juste différente, c'est une autre tonalité. Et je pense que les gens, en tout cas que j'ai vus hier, qui sont venus me faire signer, sont au rendez-vous de cette voie-là, on peut dire. Raphaël, tu disais que tu te sens comblé parce qu'il y a un beau succès autour de Plage Laval. Comment ça se passe, toi, les rencontres? Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont... Les gens me parlent du lieu beaucoup, là, j'ai des gens qui connaissent le lieu aussi, mais ce que j'ai, à la base, l'inspiration pour le livre, c'est le quartier où est-ce que j'habitais aussi, puis c'est l'esprit de communauté. Et les gens qui lisent le livre, souvent me disent, j'aime beaucoup, ça me fait vraiment plaisir, on a envie d'être là, on a envie d'être dedans un peu. Puis quand j'ai commencé à construire l'histoire, je le voyais vraiment comme une espèce de hang-out, comme venez-vous-en, puis installez-vous avec nous un peu, s'il y a un espace où est-ce qu'on peut être bien. Fait que ça revient un peu avec cette idée d'espace-là, puis bon, il est crowdé, moi, mon espace dans le livre, il y a plein de personnages, il y a plein de monde, mais elle n'est pas très tout seule. Elle n'est pas très toute seule, pas longtemps en tout cas. Mais il y a quelque chose, je voulais faire quelque chose d'accueillant aussi. Fait que quand les gens viennent me dire, ah, on a envie de passer du temps là, ben je me dis, c'est quand même un beau moment parce que c'est ça aussi la lecture, c'est d'avoir quelque chose. Moi, des fois, il y a des livres que je lis comme ça qui ne sont pas nécessairement les livres qui vont le plus me bouleverser ou quelque chose, mais qui deviennent comme un safe space pendant le temps où tu le lis. Donc, j'avais un peu envie d'écrire un safe space parce que je trouve que c'est vraiment important, là, un endroit où tu te sens juste bien, où tu te dis, je peux me déposer pendant une vingtaine de pages le soir. Donc, quand j'ai reçu ce commentaire-là, je me dis, ça vient me chercher parce que je me dis, j'ai réussi au moins ça. Est-ce que dès que tu écris quelque chose, la scénariste s'active et dit « Ah, est-ce qu'on devrait l'adapter? Est-ce qu'on devrait faire quelque chose d'autre avec ça? » Non, ben c'est sûr que je pense que quand j'écris, les deux maintenant sont rendus un peu interreliés. Là. C'est sûr que j'ai peut-être ça en tête. Là, on a été approchés pour faire un film, mais c'est pas... ça va pas main dans la main. Là. J'étais vraiment dans l'esprit livre. C'est dans ce médium-là que je suis bien. Je sais que c'est dans ce médium-là que je suis le plus à l'aise et que comment je dirais ça? Que je performe le plus élégamment, sans m'enfarger, sans... c'est des mouvements que je connais. C'est une danse qui m'est familière. Donc, après ça, s'il arrive d'autres choses, je vais être moins élégante, mais je vais quand même y aller avec plaisir. Un des points que j'avais envie d'aborder aussi avec vous, Marie-Cécile et Martine, peut-être plus précisément, mais c'est la question de la honte. On dit souvent que la honte, ça peut être un moteur d'écriture. Tu puises beaucoup là-dedans, Marie-Cécile. Puis des fois, moi, il y a des moments comme lectrice où j'ai le goût de dire « Mais si ça te fait mal, va pas là. » Tu sais, on dirait que j'aurais envie de te reprendre. Est-ce que ça a un coût d'écrire à partir de notre honte? Oui et non. C'est drôle. Je donne des cours, aux activités culturelles de l'UDM, puis aux étudiants, je leur dis, écrivez là où ça fait mal. Ça, c'est ma technique Robax A7, j'appelle ça. Écrire là où ça fait mal, parce que c'est là où on est le plus vrai. Puis aussi, embrasser vos failles, vos défauts, embrassez-les.
tu sais, au lieu d'essayer de les cacher. Non. Fait que moi, depuis le début, je m'installe dedans, dans ce qui me fait honte, ce qui me fait mal, ce qui est. OK, quand j'ai fait ma thérapie pendant 10 ans, ma psy avait jamais vu ça, quelqu'un qui était tellement volontaire. J'étais là, moi, je veux être bien. Elle était là, OK. Donc, je fonçais dedans. Alors, c'est avec c'est le même, cette énergie-là encore. J'écris mes livres encore comme ça. OK, j'ai honte de ça, je vais y aller. Je sais pas pourquoi, mais ça fait que je suis comme, j'ai l'impression parfois d'être un peu plus forte, même si je suis pas sûre, là, tu sais. Là, je dis ça là, puis peut-être tantôt, je me dis, pourquoi j'ai dit ça, mon dit cave, là, tu sais. Non, mais en même temps, si tu y retournes, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui finit par faire du bien là-dedans, puis une forme de... qu'est-ce que tu en penses, toi, Martine? Est-ce que ça a un coût, parfois, de retourner? Parce que, visiblement, cette histoire-là, elle te hantait. Il y avait quelque chose, je ne sais pas si c'était de la honte, mais d'avoir, justement, de ne pas avoir dit ouvertement que c'était une femme avec qui tu étais en couple, par exemple. Ouais, je pense qu'en écrivant ce livre-là, c'était pas tant que je sois une femme que je voulais cacher, c'est que je voulais protéger l'amour entre femmes ou même l'amour gay en général. Je voulais pas afficher l'échec de cet amour-là, la violence qu'il y avait eu dans cet amour-là. C'est ça que je voulais cacher. Et puis tu sais, quand on tombe amoureuse de manière passionnelle, puis là, on le crie sur tous les toits, et après l'échec de l'amour, ça peut faire honte. On peut avoir honte de l'échec de l'amour. Donc, je pense que la honte était là. Mais la honte, c'est curieux, dans nos sociétés, on a tendance à se dire qu'il faut guérir de la honte, que c'est quelque chose qu'il faut soigner, il faut cesser d'avoir honte, mais pourquoi ne pas avoir honte? Ceux qui n'ont pas honte, en général, sont des psychopathes. C'est des gens dangereux. La honte, c'est un affect important. Pendant le mouvement Moi aussi, ou pendant le procès Gisèle Pellico, il y a des féministes en France qui ont dit les hommes doivent avoir honte. Mais avoir honte, c'est important. C'est ce qui fait qu'on ne fait pas de mal aux autres. C'est un garde-fou et c'est aussi une passerelle entre les gens. C'est quelque chose qui nous permet d'être en lien avec des gens qui sont minorisés socialement. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas guérir de la honte. Il faut la porter, il faut l'investir, il faut en être consciente puis s'en servir. C'est un outil politique. Donc, on la transforme d'une certaine façon. Absolument. On applaudit. Je vais m'en servir à l'université. Oui, c'est intéressant parce que récemment, je recevais Pascale Monpetit et elle aussi, elle parle d'inceste, entre autres, dans son récit. Son livre est magnifique. Toutes les deux, vous avez collaboré à cette collection-là, 3. Et ce qu'elle disait à un certain moment, je pense que c'est dans une rencontre avec les outre-mangeurs anonymes, et quelqu'un dit, dans le fond, ta honte, à partir du moment où tu en parles, ça devient le courage pour les autres aussi, parce qu'on se reconnaît dans la honte des autres. Donc, il y a quelque chose de métabolisant dans cet exercice-là. Oui. Psychologie 101, on parle de tes problèmes, puis les autres vont venir, oui, un peu. C'est drôle, Pascal, c'était une de mes étudiantes la session passée. Ben oui, je lui ai dit, voici, non, voici. Danielle, Elle est allée. Ben oui. Non, mais c'est ça. Puis il y a quelque chose de... Puis en sachant, parce que, bon, par exemple, des proches de la famille vont lire ça, c'est quand même... on comprend tous utilement, tout le monde devrait écrire à partir de la vérité, mais il y a quand même des gens après ça qui vont lire. On a peur de... Mais il y a quelque chose qu'il faut... Il y a un malentendu là aussi, je pense. Et quand on écrit un livre, c'est un livre. Les gens pensent qu'on s'est mis comme tout nu sur la place publique, que c'est moi dans ma vie privée, moi avec ma fille, moi avec mes parents. Mais non, c'est un livre. C'est à une distance de nous. Il n'y a personne jamais qui va avoir accès à ma vie privée, d'autres que les gens qui font partie de ma vie privée. Et encore là, on leur échappe aussi. Donc, il faut faire attention. Ce malentendu-là, il est intéressant, il nous fait écrire, il fait qu'on veut lire, mais c'est pas une clé dans la porte de notre vie. Ouais. Ça marche pas comme ça. Toi, Raphaël, tu as attendu que tes 2 parents soient décédés avant de raconter ce que tu racontes dans la collection 3. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'avoir quand on dit on veut pas avoir le corset C'était même pas... conscient? Non, c'était vraiment, vraiment pas conscient. Puis même dans le cas de ma mère, je vais pas encore écrire sur un de mes parents. J'étais vraiment à bout là-dessus. Mais je veux dire, en même temps, c'est que c'est quelque chose qui... Ça, je voulais pas devenir cette personne-là qui écrit tout le temps sur ses parents. Mais là, bon, la collection 3, c'est sur la mémoire. Ma mère n'était pas décédée quand j'ai commencé à écrire le livre, mais elle était déjà à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Je me suis dit, je ne vais pas écrire sur la mémoire. Ça faisait 10 ans, mon père, c'est un cancer du cerveau. Donc, toute cette chose-là de la mémoire, puis ça a été 10 ans de ma vie. Puis, même si je voulais dire, OK, je suis écœurée de mes parents, il faut que je les détienne à distance, quand c'est 10 ans de ta vie, ça finit par percoler puis par teinter un peu toutes tes réflexions. Je veux dire, la mémoire, tu vois des gens qui perdent la mémoire, tu vois des gens dont les souvenirs s'étiolent, s'effritent ou qui se souviennent des choses différemment. Donc, ça teinte à peu près tout. Ça teinte comment est-ce que tu vis ta propre vie. Parce que là, moi, je me disais,
dans mes rapports, dans ce que le monde est en train de déposer en moi, dans ce que je vis avec mon enfant, avec mon chum, avec la communauté. Qu'est-ce que je veux garder? Parce que là, je deviens un peu obsédée par ça sans nécessairement en faire une fixation. Donc, puis écrire, c'est, pour moi, là, il y a un côté, tu disais, très thérapeutique aussi, mais c'est que ça permet d'affiner une pensée. Moi, j'ai comme le... Une façon de réfléchir, en fait. Oui, c'est bien vraiment. Puis tu sais, j'ai le hamster assez... Je pense, c'est ça. Ça pense tout le temps, puis des fois, pourrait penser moins, mais bon, des faits comme on est. Puis, donc, en écrivant puis en comprenant, par exemple, j'avais, par rapport à ma mère, j'avais certains ressentiments. Et en l'écrivant, après ça, les ressentiments, les relations avec nos parents, même quand ils sont décédés, ça reste complexe. Mais ça m'a permis une beaucoup plus grande empathie en écrivant sur cette personne-là, puis en disant, OK, les gestes qu'elle a posés, comment est-ce que je pourrais le décrire le mieux possible, le plus... On n'est jamais dans l'objectivité totale, mais comment je pourrais le décrire le plus objectivement possible? Puis de faire cet exercice-là, ben ça oblige à considérer un autre humain, même quelqu'un qu'on a côtoyé. Ça reste mon rapport à cette personne-là, mais ça m'a comme apaisé beaucoup. C'est ce que ça m'a permis de comprendre mes sentiments, évidemment, mais ça m'a permis de la comprendre aussi. Puis, globalement, c'est la relation qu'on entretient avec les gens, justement, qui sont si proches de nous que des fois, on a de la misère à les voir avec recul. Donc, pour ça, c'est un grand privilège de pouvoir faire ça. Ça coûte moins cher qu'un psy aussi. Ben oui. Moi, j'ai fait les deux. J'avais besoin de... Ouais, moi aussi, hein. J'ai choisi. Moi, l'écriture m'a toujours permis en effet, de déposer des choses, de prendre une distance, de plus subir tout le temps parce que j'ai subi beaucoup, beaucoup de choses, pas trop le fun. Fait que c'est ça, la distance, là, tu sais, puis de revisiter ces affaires-là, mais là, en ayant une puissance avec le crayon. Oh, je dis crayon, mais c'est pas vrai, j'écris pas avec un crayon, là, mais... Une image très Oui, oui, c'est ça, avoir une distance, là, tu sais, de pas subir, enfin. Toutes les trois, le livre, on a un certain recul. Bon, Martine, c'est septembre, mais pour toi, c'était en mai. Le livre, toi, il est sorti en février. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on vous a pas assez parlé? Des fois, ça arrive comme on sort un livre et on dit, voyons, il n'y a personne qui parle de ce sujet-là, alors que pour moi, il y aurait peut-être un truc dont vous auriez eu envie qu'on vous parle. Est-ce que ça arrive des fois de finir une tournée promo ou pas? On est peut-être juste d'excellents journalistes et tout le monde fait le tour de toutes Non, les mais questions. c'est une question intéressante parce qu'il y a des aspects qui restent un peu lettre morte, puis on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas retenu l'attention. En fait, moi, c'est pas je le dis sans zéro jugement, c'est pas une blessure, c'est rien du tout, mais personne ou très peu m'ont parlé de la mort du psy. Donc, ce psy qui traverse tout le récit, qui est décédé, puis bon, je reviens sur ma relation avec lui, sur ce qui se passe dans un cabinet d'analyste. Et ça n'a jamais vraiment suscité l'attention. Et ça m'a étonnée. C'est pas du tout, j'en souffre pas du tout, mais ça m'a étonnée que ça retienne pas l'attention. Je me suis dit, c'est intéressant que ça retienne pas l'attention. Est-ce que tu penses que c'est que la psychanalyse en ce moment intéresse? Peut-être que pour moi, c'était plus important qu'à la lecture du livre, c'est mineur. Tu sais, dans la portée musicale de ce livre-là, c'est comme une tonalité plus mineure, ce qui est vrai. Mais peut-être qu'aujourd'hui, l'idée de la psychanalyse n'est pas tant porteuse, qu'on s'y intéresse pas tant que ça ça reste une relation contractuelle aussi, tarifée. Donc, on lui accorde peut-être en tant que lecteur-lectrice moins d'intérêt. Je sais pas, mais je m'interroge là-dessus. Moi, quand j'ai lu ce passage-là dans ton livre, ça me fait penser à Jean-Paul Dubois, que son psy s'était suicidé. Je sais pas pourquoi. En termes de culpabilité, ça doit être quand même un poids. Est-ce que de votre côté, Raphaël, Marie-Cécile, ressentiment ou sujets qui n'ont pas été, ou des fois trop mis de l'avant? Moi, ce qui m'a pas étonnée, mais c'est parce que, bon, c'est un livre, il y a plusieurs personnages, mais il y a le personnage de la mère de la narratrice qui sauve l'Alzheimer aussi. Moi, j'ai pris un peu une revanche sur la réalité, c'est-à-dire que dans le livre, elle ramène sa mère chez elle. Le geste que tous les gens qui ont des proches qui souffrent d'Alzheimer, on se dit tout le temps, on devrait faire ça comme dans le temps, s'occuper de nos parents. Peu d'entre nous le font parce que je pense que ça demande un courage immense et une disponibilité vraiment émotive Et de l'aide sociale. Vraiment, là. Mais donc, dans le livre, je peux tout me faire. Le fantasme. Un livre, c'est le fantasme, j'ai fait ça. Et c'est pas ça aussi, c'est une trame vraiment mineure. Et ça, les gens, donc c'est l'inverse, ça répond en fait à ta question, mais par l'inverse. Les gens m'ont beaucoup parlé de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, mon lectorat a un peu vieilli avec moi, donc autour un peu de mon âge, l'approche de la cinquantaine ou un peu plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des parents dans ces situations-là et je pense que ça a vraiment touché une corde. Les gens viennent me voir, mais c'est juste, j'ai ma maman qui souffre d'Alzheimer. J'ai écrit sur mes parents aussi qui avaient ces maladies-là, mais
c'est comme, on peut pas parler d'épidémie, là, mais je pense que ça touche beaucoup de gens. Ouais. Je pense que les gens qui sont touchés par ça ont tellement besoin d'en parler et de se sentir accueillis dans leur fatigue, dans leur, pas leur désespoir, mais le fait qu'on devient tanné, on devient à bout, on devient fâché après nos parents. Donc, se sentir comme écouté et accueilli là-dedans, Ouais. cette petite portée-là, elle a eu une résonance vraiment plus grande que ce que je pensais. Puis c'est vrai que c'est un peu une version idyllique dans le sens que là, c'est magnifique. Il y a des jeunes à la maison, il y a la personne âgée, puis tu t'en caches pas. Tu sais, c'est pas. Non, pas la réalité. tant qu'à écrire des livres, à un moment donné, moi, je me suis dit, faisons-nous plaisir un peu. Eh oui. Faisons-nous plaisir. C'est un peu ce que j'ai fait avec tout ça. C'était comme, c'est une réalité, mais qui est comme, pas caricaturée, ce serait l'inverse, un peu sur stéroïdes, tu sais. Faisons ce qu'on voudrait tous faire si ça pouvait être facile. Donc, c'est une version idéalisée d'avoir sa mère chez soi puis que ça soit presque pas compliqué. Peut-être que c'est arrivé à certains ou certaines, je le souhaite, mais c'est ça, dans la vie. Marie-Cécile, est-ce qu'il y a un angle dont tu aurais aimé qu'on parle plus ou qui t'a surpris dans la réception du livre? Non, pas du tout. Non, en fait, A priori, avant de lancer un livre, est-ce que tu t'attends à ce que les gens haïssent tout ou... moi, j'ai peur. Mais c'est dans ma nature, là. J'ai peur de tout, là. Mais hey, c'est pas pire, hein? Honte, culpabilité, j'ai peur. Tu sais, finalement, je devrais rester chez nous. Ça fait des très bons livres, Marie-Cécile. Merci. Mais non, ben, les gens m'ont parlé beaucoup de la charge mentale, vu que ça traite de charge mentale. Ça, beaucoup de femmes qui se reconnaissaient là-dedans. Je sais pas pourquoi, pas beaucoup d'hommes, mais bon. On m'a parlé de poulet, beaucoup de poulet. C'est drôle parce que ça vient avec la charge mentale. Il y a toujours un poulet, tu sais. Puis là, avec la As-tu des recettes? As-tu des recettes de poulet? Les gens non, ben non, je dis à peu près poulet aux herbes, poulet ci, poulet Non, mais les gens t'offrent pas leurs recettes. Non. Non, puis c'est ça. Non, ben il y a des bouts dedans où je donne des trucs d'écriture, là, toutes sortes Ouais. je parle des auteurs parce que les auteurs dedans, ben ça devient comme des amis, tu sais. Ouais. Les livres qu'on lit, ça devient comme moi, il y a une barrière de livres dans mon livre, ben dans ma vie aussi, là, tu sais, il y a vraiment, là, je me couche avec plein d'auteurs, là, tu sais, il faut que ça doit dire quelque chose, une barrière de livres dans ma chambre. On se canalise, on aurait fait un petit bout là-dessus. Mais non, sinon, non, tout était. J'ai visé où je pensais. Ben absolument. Puis je pense que ça visait dans le mille. C'est beau cette image de barrière de livres. Est-ce que vous êtes comme ça aussi? Avez-vous des barrières de livres qui vous Oui, protègent? j'avais un professeur moi, qui parlait, c'est une communauté invisible, en fait. C'est qu'à un moment donné, tu finis par. Plus tu lis, puis plus ça s'agrandit aussi. Puis je pense que quand on lit beaucoup, puis qu'on est habité par ça, moi, j'ai l'impression de me déplacer intellectuellement, c'est-à-dire on se promène avec une gang là, de gens qu'on a lus, qui nous ont formés, mais qui sont toujours un peu là aussi. Et c'est une barrière, mais je sais pas si tu l'entendais dans ce sens-là. Je trouve ça très rassurant, moi, cette barrière-là. C'est un cocon de livre un peu. Après, je vois... parce qu'on est en zone inondée, là, dans le plage Laval, c'est des bacs de sable. Là. Oui, mais des bacs de sable avec plein d'auteurs qui me protègent un peu. Fait que j'aime beaucoup ça. Puis où on peut aller des fois chercher... Il y a beaucoup de sagesse. Dans chaque livre, il y a les auteurs cherchent à apprendre à vivre. Donc, C'est la faire vie quelque chose. repensée. Oui. C'est ça que j'aime du livre, d'écrire aussi. C'est la vie repensée. Moi, tout va trop vite dans ma tête, puis ça, la vie, je trouve, va trop vite, puis m'effraie aussi. J'aime cette vie-là posée et repensée. Ouais. Pour toi, Martine, il y a beaucoup... tu cites plusieurs autres auteurs, autrices pendant que tu écris. Est-ce qu'il y a des limites que tu t'imposes? Des fois, est-ce qu'il y a tu dis, est-ce que j'en mets trop, j'en mets pas assez? Comment ça se passe quand vient le temps de citer? Ouais, pas tellement. Je pense que je cherche la manière de faire. Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent, c'est assez traditionnel. Je renvoie à des auteurs, des autrices, j'en parle. Dans le livre que je suis en train de terminer, j'ai vraiment avalé les mots de plein de gens et je les ai intégrés, j'ai gommé, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de... Donc, les noms sont là, mais j'aime travailler avec les voix des autres. Je pense qu'on n'écrit jamais seul, on écrit habité, hanté, avec des bibliothèques entières à l'intérieur de nous. Puis l'idée, c'est de trouver comment on fait résonner ces voix-là, comment la nôtre les traverse, comment ces voix-là nous traversent. C'est ça qui m'intéresse, ce tricot, en fait, de voix. C'est ça qui m'habite. Est-ce que c'est le livre sur la voix des femmes? Oui, c'est le livre sur la voix des femmes. Oui, Tu en racontes au début de ce livre-là, tu étais en train d'écrire quelque chose d'autre. Exact. C'est un exercice que je l'entends souvent chez des auteurs, qu'ils étaient en train d'essayer d'écrire quelque chose, puis à un moment donné, là, il y a le petit projet fugue qui... Bien, souvent, je le dis à mes étudiantes en création littéraire. Ils partent sur un truc, puis je leur dis,
On ne sait pas si c'est le bon projet. On va le savoir plus tard, mais ça peut ne pas être le bon projet. Ça se peut qu'il y ait quelque chose d'autre qui se présente, qui soit plus urgent, plus important, et ce projet-là va réapparaître plus tard. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait un projet en cours que je menais avec mon petit côté soldate, là. Je lâchais pas le morceau, mais ça s'arrêtait, ça arrivait. Je frappais un mur, j'y arrivais pas. Et finalement, je pense que j'ai compris qu'il y avait cette autre histoire qui faisait écran, qui était comme dans le chemin. Il fallait que que je débroussaille, que j'enlève cette grosse pierre-là pour arriver à continuer. Puis de fait, ça a fonctionné. Donc, je pense que c'était le bon chemin. Oui, il fallait laisser le temps au temps. Marie-Cécile, toi, on parle d'un roman au fond, mais tu as sorti ensuite Ne pas aimer les hommes. Aimer les hommes chez Québec Amérique. Donc, comment ces livres-là, est-ce que tu les écrivais en même temps? Comment ça Non, j'avais fini un roman faux, mais en fait, j'avais commencé un autre projet parce que c'était une commande, ne pas aimer les hommes. Et puis, j'avais commencé à écrire quelque chose qui était sur la création, tout ça. Puis là, je l'ai fait lire à mon mari, puis il a dit, il me semble que tu es capable d'aller plus loin. Fait que j'ai comme capoté. Et puis, il me restait 4 mois seulement parce que je suis très scolaire. On me donne une date. La date. Fait que j'ai écrit Ne pas aimer les hommes en 4 mois en me disant, ben OK, il faut que je parle de quelque chose que je connais, tu sais, les hommes. Yeah! OK. Fait que voilà, c'est comme ça que c'est né. Fait que je me suis dit, visitons tous les hommes qu'il y a eu dans ma vie et même avant ma naissance, là, l'arrière-grand-père qui battait sa femme, le grand-père qui est alcoolo, le père qui était voleur de banque selon la légende. Et puis, j'ai été éduquée par ma mère et ma grand-mère, qui les hommes, c'était, en tout cas pour ma grand-mère, là, le livre commence par ma grand-mère m'a appris à ne pas aimer les hommes. Mais c'est vrai, il passe un mauvais quart d'heure chez nous. Est-ce que des hommes qui sont venus te parler de ce livre-là? C'est drôle, hier, il y a des messieurs qui disaient, moi, j'ai pas honte de faire la ligne pour faire signer mon livre. Ah, il était fier d'être là. C'est drôle. Bon, c'est un ami. Mais c'est ça, puis après ça, dans le livre, je raconte un peu quelques histoires toxiques que j'ai eues, parce que forcément, venant d'un milieu tout croche où l'amour, tu sais, c'est un langage, hein, fait que j'ai pas compris le langage tout à fait, donc on reproduit des histoires tout croche, mais c'est juste quelques-unes, j'ai pas toutes mis dedans, parce que, comme je dis toujours, ça aurait été gros comme Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et il y aura d'autres livres à écrire de toute façon. Raphaël, toi, est-ce que tu es une fille qui a besoin de deadline, qui a besoin de commandes? Comment ça se passe, l'écriture, pour toi? Oui, j'aime beaucoup respecter des deadlines. Je guette un gros kick d'arriver à l'heure, d'être une bonne élève et de ne pas décevoir. Un beau rush de dopamine. Oui. Et si les choses sont faites, je peux dire que j'ai pas été en retard. Puis là, je me dis, c'est un genre de toc qui s'en ira pas, là, rendu à mon âge. Et ça fait qu'après ça... Ça fait que t'écris? Ça fait que j'écris, puis ça fait que j'ai pas de stress d'être en retard. Puis ça encadre certaines choses aussi, parce que sinon, c'est tellement un métier qui déborde de partout, puis qui fuite dans la vie de tous les jours, puis dans les nuits, puis dans les choses. Il y a comme quelque chose de dire, au moins, il y a ces petites balises-là. Ça me rassure. Parce que ce que tu disais quand tu as eu l'idée de Plage Laval, un de tes réflexes, ça a été d'appeler l'éditeur. Ce que tu voulais, c'était une date de tombée? Oui, c'était de me faire dire est-ce que ça se peut. Puis je voulais pas juste envoyer un manuscrit, je l'aurais probablement pas fait. Je voulais savoir que quelqu'un l'attendait. Oui. C'est ça. Je pense pas que je serais capable d'écrire de même. J'ai vraiment besoin qu'on me dise j'attends ton truc. Je pense pas que je vais changer ça, je disais, le rendu là. Mais s'agit que quelqu'un me dise oui, parfait, on pourrait l'avoir. Juste ça. L'année prochaine, non, donne-moi une date, donne-moi un mois. Puis là, je vais écrire quelque chose dans l'agenda, s'il vous plaît. Donc, vous êtes toutes les trois des voix assez fortes. On connaît votre plume, votre style. Comment ça se passe? Parce que là, on est dans la chambre à soi quand vous écrivez chacune de votre côté. Le travail d'édition après ça, est-ce qu'il y en a un qui est important? Est-ce qu'au contraire, quand vous allez vers l'éditeur, vous voulez qu'il respecte la voix? Comment ça se passe avec Thomas? Moi, je travaille, à part pour la collection 3, là, je travaille avec la même éditrice depuis le début, Hélène Girard. Et puis, elle est très... Sans être... C'est pas vraiment maternelle, mais elle a mis elle fait une barrière autour de moi, parce qu'elle sait qu'il suffit des fois d'un commentaire, et puis je te jette tout. Fait que maintenant, on ne veut plus que je fasse lire mon livre, à part mon mari. C'est un excellent lecteur, mais je veux dire, en dehors de ça, pas... C'est celui qui a dit tu peux faire mieux, là. Hey, mais il avait raison. Non, c'est pas un salaud pantoute. Il avait super raison. Des fois, c'est juste le petit élan qu'on a besoin. C'est ça, je suis dans une relation toxique. Puis là, mon mari dit non. Puis là, non, t'es pas ça, ma fille.
Donc, elle te protège. Oui, oui, c'est ça. Elle est consciente que c'est fragile. Oui, fait que c'est Ali, c'est ça, il y a juste elle qui peut lire. Fait que c'est ça, depuis le début, c'est elle. Donc, je lui remets mes romans. Puis, une seule fois où elle me dit pour un de mes livres que c'était pas au point, c'était mon troisième, La Lune dans un HLM. Puis, moi, je voulais faire une fiction. Puis, j'ai envoyé ça. Puis, quand elle l'a lu, elle dit, je peux le publier comme ça, mais il manque toi, là, tu sais, toi. OK. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré pendant 3 jours, là, mais après ça, OK. Puis elle avait raison. Il manquait quelque chose de moi, puis je l'ai mis. C'est moi, là. Fait que c'est bon. Sinon, non, elle n'a pas beaucoup de travail à faire avec moi. J'y envoie, c'est fini. Raphaël, tu es habitué de travailler justement en télé où tout le monde a quelque chose à dire. Quand tu travailles dans le roman, est-ce que tu veux avoir... Je pense que c'est super important d'avoir un éditeur pareil, là, quelqu'un qui peut... fait que non, je suis tout le temps... Ce dernier livre-là, c'est un style de roman avec lequel j'étais plus à l'aise. Donc, il n'y a pas eu de l'édition, là, de la restructuration et tout ça, mais tu sais, je peux quand même envoyer... Il y avait un personnage qui ne devait pas exister au départ, ensuite que j'ai décidé de faire revenir. C'est le fun d'avoir quand même quelqu'un qui tu peux dire, j'ai envie de faire ça, c'est-tu juste moi, ça marche-tu? Tu sais, puis Un regard extérieur. un regard extérieur, puis après ça, ce qui est beau dans je pense que la plupart des éditeurs, en général, il y a aussi une confiance. Tu sais, ben moi, j'ai l'impression que ça, puis des fois, ça peut teinter. Je trouve que c'est très précieux. Puis j'ai publié avec différentes maisons d'édition, différents types d'éditeurs aussi, des éditeurs qui sont très hands-on, d'autres éditeurs qui sont plus comme, ben si toi, t'es contente, moi, nous, on est contents et tout ça. Fait que je trouve que c'est... Puis j'ai beaucoup d'ouverture à ça, peut-être de par la télé, qui est justement un milieu où est-ce que là, des fois, on est un peu tanné. Oui. Mais en même temps, c'est correct aussi, ça donne là-dessus... Puis j'essaie d'être le plus de bonne foi possible parce que ça reste quelque chose qui émane de nous. Fait que des fois, tu as envie de dire, mais pourquoi tu me dis que ça marche pas? Mais j'essaie de garder. Puis c'est un bel exercice d'humilité aussi, tu sais, parce que c'est un métier où est-ce qu'on est, on est tout puissant pendant qu'on écrit, on est créateur. Oui, il y a beaucoup de contrôle dans les... Puis c'est bon de se faire rappeler qu'on est un simple humain. Comment ça fonctionne pour toi, Martine, chez Héliotrope? Ça fait des années que tu travailles avec... Oui, ça fait très, très longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Enfin, ça doit faire près de 20 ans, à peu près. Puis j'ai remis ménage, mais pour les 2 essais, là, les filles en série, le Boys Club, d'abord et avant tout. Mais je pense que c'est important de savoir qu'on est accueilli. En fait, le travail d'édition selon les livres est mineur ou plus ou moins mineur, mais c'est de savoir qu'on est attendu, savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va nous lire et qui va nous lire avec bienveillance. Moi aussi, je suis une fille de contraintes. J'aime les dates de tombée. J'aime savoir qu'il y a un cadre. Je suis tout ça. Mais j'ai compris au fil du temps combien c'est précieux de savoir que c'est cette maison-là qui va recevoir mon manuscrit. C'est-à-dire que je dirige mon écriture vers elle, vers Florence et Olga. C'est elles qui vont me lire. C'est pour elles que j'écris. Tu l'as en tête, carrément. Absolument, oui. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Ça a été vraiment une très, très belle rencontre. Donc, le Salon du livre n'est pas terminé. J'aimerais juste te faire un petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on peut vous trouver. Est-ce que vous avez des séances de dédicaces aujourd'hui, demain, Marie-Cici? Moi, j'ai à Leméac, tout de suite, j'ai Leméac. Puis après, à 3 heures, de 3 à 4, je ne vais pas me tromper. Après ça, Québec-Amérique. Oui. Et puis demain, j'écris aussi pour les petits. Fait que chez Michel Quintin le matin. Et puis Québec-Amérique et Leméac encore. De mercredi, mais je suis là, je ne sais pas à quelle heure. Parfait. Alors, vous pourrez trouver Marie-Cici Labrèche à ces 3 kiosques. Raphaël, toi, aujourd'hui, est-ce que Moi, je m'en vais de ce pas chez Libre Expression. Je reviens demain après-midi. Et puis, après ma séance de signature aujourd'hui, une table ronde à propos des écrivains lavallois, parce que Laval est une ville à l'honneur. Mais absolument, Laval est à l'honneur. Laval est à l'onneur. Alors, je vais m'exprimer en tant qu'écrivaine lavalloise. On aurait-tu cru? C'est littéraire de plaisir. Laval. Ouais. Et Martine Delvaux? À 2 heures, donc pas tout de suite, mais dans une demi-heure, je vais être au 1947 chez Héliotrope et à 3 heures, je vais être chez Remue Ménage qui est tout près, 1905. Merci beaucoup à tous et à toi. Ça a été vraiment un plaisir de discuter. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Bonne fin de salon.